Bienvenue à ce topo sur les services web avec FileMaker 13. Je dois quand même vous servir un avertissement aujourd'hui. Je ne garantis rien quant au rythme du topo, qui sera inversement proportionnel à la quantité de gin tonic que j'ai ingurgité hier soir. On m'a dit de ne pas faire de blagues avec mon nom de famille. Je ne sais pas pourquoi, il paraît que c'est mal accepté ici. Alors, je vous épargne les gags de mauvais goût. Et puis, je vais vous parler un peu de moi. Hier, j'ai été un peu vite sur ce que je suis. Je suis Philippe Lazzaroni et je suis de Direct Impact. On est une firme canadienne, québécoise, plus précisément, de 32 employés maintenant, avec 13 développeurs certifiés dans l'équipe, ce qui fait de nous la deuxième plus importante entreprise de développement FileMaker en termes de nombre de développeurs dans le monde, avec beaucoup de fierté. On est Platinum, Trainer, etc., etc. Je crois que vous l'aviez déjà deviné, mais bon. Me voici, avec mon topo d'aujourd'hui. Avant de commencer, en levant la main, qui a déjà intégré ou utilisé des services web avec FileMaker? Levez la main. Oh, bon, c'est bien. C'est le temps de sortir. Vous pouvez aller prendre une marche, aller faire le petit pipi caché ou quoi que ce soit, parce que ça ne s'adresse pas à vous, le topo d'aujourd'hui. Là, ça s'adresse plutôt aux autres. Il y a... mon Dieu, déjà, donc c'est ma 5e FMConf en 2010, la première session que j'ai présentée, premier Québécois à venir vous emmerder, c'était sur les services web. Et bon, le temps a coulé, hein? Le temps a passé, les choses ont changé, j'ai senti le besoin d'actualiser un peu le sujet et c'est le but du topo d'aujourd'hui. Donc, il y aura un peu de didactique, un peu de moins détendu. Il y a 5 ans, oui, clairement. Mais bon, les mauvais gags sur la lasagne, la pizza et le macaroni datent de cette époque, donc, et me suivent. Voici donc le topo d'aujourd'hui. On va parler de qu'est-ce qu'un service web, les différents types de services web, ce qu'on pouvait faire avant FileMaker 12, ce qu'on peut faire désormais avec FileMaker 13, quelques vraiment petites démos. Et j'espère qu'on va tous rester réveillés pour les 12-13 prochaines minutes. Définition Wikipédia, étrangement, elle a très peu changé, elle, depuis 5 ans, mais elle a quand même été légèrement raffinée. C'est quand même assez clair. Un service web, c'est un programme informatique qui permet la communication et l'échange entre deux systèmes hétérogènes, donc entre FileMaker et n'importe quel autre système qui accepte des requêtes de service web quand on veut échanger. Il y a donc entre les deux cette espèce de pont qui est les services web qu'on peut appeler. Pour être un service web, cette communication doit se faire via le protocole de transport HTTP ou HTTPS en mode sécurisé. Sinon, ce n'est pas un service web. Il y a deux grandes familles de services web. Les services web, les WS traditionnels, qui reposent ceux-là sur, en plus du protocole de transport HTTP, reposent également sur un protocole de communication qui s'appelle SOAP, ainsi que toute une infrastructure, une lourdeur ou des normes et des normes assez rigoureuses, devrais-je dire, et qui en faisaient quelque chose d'un peu lourd. C'est bon dans certains contextes. Il y a plusieurs services web qui sont encore basés là-dessus, mais de nos jours, à la recherche de souplesse, d'efficacité, de modernité, peut-être, il y a cette autre famille de services web que l'on appelle les services REST, qui veut dire Representation... Mon Dieu, Gin Tonic, Representational State Transfer. Et qui passe aussi donc par le protocole HTTP, mais cette fois-ci sans protocole de communication comme tel. On va plutôt tout transiter dans HTTP via une grammaire XML ou encore plus simple, JSON, qui a atteint ses lettres de noblesse plus récemment. Avant FileMaker 12, il n'y avait aucun moyen de communiquer nativement avec un service web. On pouvait prendre l'action de script, ouvrir URL, mais alors là, on se retrouvait dans un browser complètement sorti du contexte avec pas de contrôle sur la requête qu'on reçoit. On pouvait bricoler avec le web viewer, mais encore là, pas de contrôle sur le délai de réponse, comment on interprète, on parse le web viewer pour traiter la réponse. C'était pas très robuste ou pas toujours très fiable. Et on devait obligatoirement se rabattre sur les plugins qui existaient pour nous permettre de communiquer avec des services web. C'était essentiellement ce que j'avais montré il y a maintenant 4 ans. Depuis FileMaker 12 et bientôt 13, il y a la nouvelle action de script insérée depuis URL qui a été introduite, qui, malgré son nom, qui peut pas porter à confusion pour ceux qui sont novices, qui ne l'ont jamais utilisé,
Bon, on insère depuis un URL. Il y a un support avec la version 12 pour 4 protocoles, File, HTTP, HTTPS, FTP ou FTPS. On peut donc envoyer une URL puis aller chercher ce qu'il y a au bout de l'URL pour l'insérer dans une rubrique conteneur dans FileMaker. Donc, si c'est un PDF qui est à l'autre bout, il va s'insérer. Si c'est une image, il va s'insérer. Mais si c'est une requête vers un service web, donc une requête de type GET avec FileMaker 12, à ce moment-là, ça envoie dans l'autre sens. Donc, on insère, mais on envoie la requête vers le serveur web et on reçoit ensuite le retour. Donc, il y a un aller-retour comme ça qui se fait grâce au support des fonctions vers les services web, des opérations de type GET. Mais maintenant, depuis la version 13, ils ont ouvert un peu plus cette fonction-là et ils ont nouvellement un support pour les opérations de type POST qui est fréquemment rencontré dans l'espace des services web. Essentiellement pour ceux qui ne sont pas des développeurs web, ben, j'en suis pas un, là, mais les opérations POST vont plutôt masquer, si on peut dire, dans l'URL les paramètres, les données qui sont envoyées dans le corps de la requête plutôt que dans l'entête. Et ça permet donc dorénavant, avec la version 13, d'envoyer des requêtes à des services web qui supportent les requêtes HTTP POST ou qui exigent des requêtes de type HTTP POST. Il y a quand même pas mal de limitations, c'est ce que je vais essayer d'illustrer aujourd'hui. Mais en gros, dans l'exemple qui est là, on envoie la requête et tout ce qui se trouve à droite du point d'interrogation, puisque l'acronyme ou le préfixe n'est pas HTTP mais HTTP POST, FileMaker, c'est un schéma URL qui est spécifique à FileMaker qu'ils ont créé pour les besoins de la cause. Donc, si vous tapez ça dans un browser normal, ça ne va pas donner la même chose. C'est que FileMaker va interpréter le préfixe HTTP POST et va prendre tout ce qui est à droite du point d'interrogation et l'envoyer sous forme de données POST dans le corps de la requête. C'est comme un petit trick qu'ils ont mis en place pour que ça fonctionne. Ça fonctionnerait également HTTPS POST dans le cas d'une requête de même type, mais sécurisée. Quelques particularités avant mes petites démos. C'est une action de script qui requiert obligatoirement une rubrique cible. C'est un peu dommage. Peut-être qu'on aurait aimé pouvoir déclarer une variable ou appeler ça dans un calcul à un autre moment. Puis ça prend absolument donc une rubrique dans une table, généralement une globale probablement, qui va servir de conteneur d'accueil pour ce qui va venir du résultat de cette requête. Ce qui est bien comparé à ce qu'on pouvait faire avant, c'est que maintenant, on peut entre autres s'en servir en exécution côté serveur, comme Fabrice en a parlé un peu ce matin. Puisqu'il n'y a pas de plugin, c'est facile à déployer sur toutes les plateformes, en particulier sur FileMaker Go, ce qui était vraiment pas possible dans le passé, du moins pas facilement. Un truc que ça ne fait pas, par contre, c'est que si vous avez un service web WS de type traditionnel qui fonctionne en SOAP et que vous souhaitez lire les fonctions du service web qui se trouvent dans le fichier de définition WSDL et que vous voulez charger ces fonctions-là dans l'engin de calcul de FileMaker comme on le faisait dans le temps, quand je l'ai montré il y a 4 ans, on ne peut toujours pas le faire. Là. Ça prend encore le bon vieux plugin de notre ami Vince qui est peut-être ici dans la salle de chez Beeswax, pour pouvoir charger les fonctions dans l'engin de calcul de FileMaker. Donc, si vous voulez faire ça, on n'est pas gagnant avec ce que FileMaker 13 nous propose. Quick Demos. L'ami Yann, que tout le monde reconnaît. J'ai fait exprès, oui. Choisir Yann. Alors, ce n'est pas des démos très sophistiquées, c'est vraiment dans le but de preuve de concept, explication très basique. On a Yann ici dans une base de données FileMaker. Et j'ai derrière un service de mass mailing qui s'appelle Netscoop, que j'avais aussi présenté il y a 4 ans, qui, lui, accepte des requêtes de services web. J'ai un carnet d'adresses dans Netscoop qui est vide. Et j'ai un petit bouton tout simple, tout bête, dans FileMaker qui appelle avec la fonction insérée depuis URL la bonne commande que Netscoop s'attend de recevoir de l'autre côté. Et si ça marche, bien entendu, parce que, effectivement, on va se croiser les doigts. Quelqu'un a une prière. Non, normalement, ça marche, mais il y a toujours des fois avec la connexion de l'hôtel, et puis, ouais, voilà. J'ai eu chaud pendant quelques secondes. Et si je retourne dans Netscoop et que je rafraîchis mon truc, maintenant, Yann est apparu dans l'outil de mass mailing. Je vous montre essentiellement... OK, j'essaie d'économiser un peu de temps et d'efficacité ici.
La fonction action de script insérée depuis URL s'attend de recevoir une URL. C'est ce qu'on a envoyé dans ce cas-ci pour Netscoop. Ce n'est pas un post. Dans ce cas-ci, c'est un GET. Le HTTPS en sécurisé, donc. Et on a la fonction Save Contact et on a en rose chacun des paramètres envoyés en GET dans une longue chaîne, dans une longue string. Et on s'authentifie sur le service web avec, dans ce cas-ci, une clé. Léger détail, parce que, bon, des fois, les authentifications ne se font pas toujours de cette manière-là, puis avec HTTP et HTTP Post, c'est pas toujours simple de s'en sortir. Dans le cas de Netscoop, on arrive à se brancher assez facilement et on obtient les résultats que l'on recherche. Là, j'ai travaillé très fort pour essayer de trouver un exemple d'HTTP Post qui n'avait pas ce problème de connexion-là, parce que la plupart des services web vont demander une authentification et on n'a pas beaucoup de contrôle sur le header de la requête qui est envoyée pour pouvoir s'authentifier. Mais grâce aux efforts de quelques-uns de mes collègues, dont Robert, que certains connaissent, Robert No. Non, c'est pas ça du tout. Oui, c'est vraiment un bête service web sans aucun intérêt, mais à part que de vous montrer une requête de type post. Alors, Robert m'a trouvé un petit service web de conversion de degrés Celsius en Fahrenheit. Et si j'appelle avec la fonction insérée depuis URL, je lui envoie l'URL du service web. Dans ce cas-ci, on voit bien qu'il s'agit de HTTP Post. Et je vais lui dire, ben OK, il fait au moins 34 degrés Celsius à Montréal. On veut savoir ce que ça donne. En convertissant, on essaie d'être positif, hein, parce qu'on va retourner dans le froid pays. Et donc, insérer depuis URL a envoyé la commande. Ça me donne un retour qui est ici, que je peux afficher de façon plus élégante à 93 degrés Fahrenheit. Donc, le HTTP Post a fonctionné, a été supporté. Tout ce qui était, si je réaffiche le lien, tout ce qui était à droite du point d'interrogation ici a été balancé en post dans la requête acceptée à l'autre bout par le service web. Maintenant, pour déconstruire, reconstruire, comprendre les requêtes de type post, c'est pas toujours évident. Et je vais vous mettre dans le fichier d'exemple ce petit truc. Il y a un site web qui s'appelle RequestBin qui nous permet de voir en fait ce qui passe quand on envoie une requête HTTP Post. À partir de là, on l'a intégré ici grâce à Andris de BHA, que je remercie au passage. On a intégré ce petit RequestBin-là à l'intérieur d'une BD FileMaker. Mais en gros, on lui met, on simule notre requête en mettant nos différentes clés, dans ce cas-ci, lasagne, pizza, macaroni. Et on l'exécute et ça va rafraîchir et on est capable de voir vraiment qu'est-ce qui a été extrait dans le body qui est ici, là, mes trois clés, lasagne, pizza, macaroni. De quoi a l'air l'entête, le header qui sort de cette requête-là? Qu'est-ce que FileMaker génère comme entête sur lequel on a peu de contrôle ou, à vrai dire, pas de contrôle? Mais ça permet de voir plus clairement ce qui se passe dans les requêtes quand on en a des complexes. Pour conclure ce petit topo, ma foi fort sympathique, donc, quelques limites et précautions. Selon la doc officielle, FileMaker ne peut pas vérifier l'authenticité d'un certificat de sécurité. Ça révèle aussi qu'on ne peut pas contrôler grand-chose dans le header. Et donc, dès qu'il y a une authentification, ça tombe un peu à plat. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas s'en servir dans beaucoup de contextes de cas réels, à moins d'avoir des petits services web simples qui ne demandent pas d'authentification. La longueur maximale des URL est parfois, je dirais même souvent, un problème en GET. Il n'y a pas de limite clairement documentée, mais tous ceux qui ont testé ont découvert que FileMaker avait relativement imposé une forme de limite de plus ou moins 2000 caractères. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a aussi des limites qui vont être déterminées par le serveur web qui accepte la requête à l'autre bout selon son système d'exploitation, etc. Mais c'est comme si FileMaker avait quand même mis une limite. 2000, c'est pas beaucoup, hein. C'est sûr que quand on envoie pour la météo, pour la température, ça va, mais quand on a beaucoup de paramètres à envoyer, c'est un peu limitatif. Il n'y a pas de support pour les autres opérations de type put et delete, seulement post et get. FileMaker nous fait également un encodage des URL un peu pour essayer de nous faciliter la vie, mais comme on ne sait pas ce qu'il fait, des fois ça ne fait pas exactement ce qu'on veut, c'est un peu embêtant. Ceux qui ont déjà travaillé avec le WebViewer dans le passé, c'était comme ça dans les premières moutures, il y avait un encodage qui se faisait un peu à notre insu. Ils nous ont mis une option dans le WebViewer pour désactiver l'encodage automatique, on ne l'a pas
dans l'insérer depuis URL. Et finalement, la gestion des erreurs est un peu limitée, pour ne pas dire douteuse, là. Donc, des fois, une requête qui est pas bonne, qui devrait retourner erreur 404, ben lui, il accepte et il ne nous retourne pas d'erreur. Donc, il n'y a pas moyen vraiment de savoir. Donc, c'est un peu... avec tout ça pour dire que c'est super innovateur et intéressant, le HTTP Post, mais on ne s'en sert pas dans beaucoup de contextes. Voilà. Et tous les articles qui m'ont servi à construire ce topo et à comprendre ce que j'ai essayé de vous transmettre aujourd'hui sont là. Ils sont tous très intéressants. Je vous invite à aller les lire. Et c'est le temps des questions et des réponses.